Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous célébrons demain la journée internationale du diabète, cette maladie qui touche un peu plus que 460 millions de personnes dans le monde. Ce sont là les chiffres de la Fédération internationale du diabète de 2019. C'est quelque chose comme une personne sur 11 dans le monde qui serait touchée par cette maladie. En Algérie, le diabète connaît une progression considérable. En très peu de temps, les chiffres ont doublé. Nous comptons aujourd'hui plus de 5 millions de diabétiques. Nous abordons d'ailleurs ce sujet, vous le savez, dans un contexte particulier, celui de la pandémie du Covid-19. Beaucoup de rumeurs dramatisantes circulent sur le risque justement que la Covid ferait courir aux personnes vivant avec un diabète. Avec mes invités, nous allons tenter de vous éclairer pour mieux comprendre la maladie diabétique, dans quel cas un diabétique serait justement exposé à faire une forme sévère de la Covid-19 ou simplement avoir un risque élevé de la mortalité. Les réponses sur ces questions justement seront avec mes invités et j'ai le plaisir de recevoir pour en parler le professeur Samrouni Mourad. Vous êtes ancien chef de service endocrinologie à Bnimsous. Vous êtes aujourd'hui au CPMC. Au CPMC. J'étais ancien chef de service au CPMC. Au CPMC. Et vous êtes aujourd'hui, donc vous exercez aujourd'hui à Bnimsous. Comme prof. Oui, et vous êtes président de la Société algérienne de diabétologie. Bienvenue. Exactement, merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Je reçois également ce soir le docteur Walid Benazala. Vous êtes directeur médical dans un laboratoire pharmaceutique qui produit donc précisément des traitements pour le diabète. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie et j'ai également le plaisir de recevoir monsieur Kharez Mohamed Wassim. Vous êtes étudiant et diabétique depuis 8 ans. Vous êtes venu de Mostaganem. Merci d'avoir fait tout ce trajet. Merci vous pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on aura également par Skype avec nous Dr Najet Mihoub, maître assistante en anesthésie réanimation depuis l'hôpital de Blida. Docteur Mihoub, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir et merci d'avoir accepté. Oui, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les chiffres en rapport avec... Les chiffres en rapport avec les contaminations ont été exagérément hauts cette semaine. Nous avons dépassé la barre des 800 contaminations. Les diabétiques font partie des personnes les plus exposées, les personnes à risque à faire des formes graves. Il faut croire que les études ou les publications faites jusqu'ici mettent tous les diabétiques dans la même enceinte, donc diabétiques de type 1 ou diabétiques de type 2. Est-ce qu'on peut déjà commencer par une question peut-être pédagogique, professeur Samrouni? Quelle est la différence entre les deux diabètes, diabète de type 1 et diabète de type 2? Le diabète de type 1, vous savez, c'est à peu près 10% de la population diabétique algérienne. Oui. Et dans le monde, à peu près 10, autour de 10%. Le reste, c'est le diabète de type 2 de l'adulte. Et les deux populations diabétiques sont à risque, sont des populations à risque. On pourra peut-être développer un peu plus. Oui. Je pourrais développer un peu plus. Oui. Docteur Benazala, peut-être qu'on a parlé, on a donné un peu le chiffre de 5 millions de diabétiques en Algérie, mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Beaucoup de gens ignorent qui sont diabétiques, beaucoup de gens ignorent qui sont prédiabétiques. Alors quelles sont les valeurs pour savoir déjà qu'on est diabétique, pour alerter un peu les gens qui nous regardent? Très bien, très bonne question. Alors, une des particularités du diabète, et notamment le diabète de type 2, différemment du diabète de type 1, le diabète de type 1, il est bruyant. Donc, quand on a le diabète de type 1, on le sait, le diagnostic est posé assez facilement. Le diabète de type 2, il est plus insidieux, plus silencieux, et il évolue beaucoup plus longtemps. Son diagnostic est parfois fait à l'occasion de complications et parfois fait de façon systématique lors d'un examen clinique, lors de symptômes extrêmement anodins, quelqu'un qui se plaint d'asthénie, quelqu'un qui fait des infections à répétition, puisqu'on parle justement dans un contexte de Covid, d'infection, etc. On demande un bilan sanguin et là, on découvre soit une glycémie à jeun qui est égale ou supérieure ou égale à 1,26, soit on demande une hémoglobine glyquée qui est égale ou supérieure à 6,5, soit on fait une HGPO, une hyperglycémie par voie orale qui est supérieure à 2 grammes par litre, ou bien à tout moment de la journée, quelqu'un qui a les symptômes du diabète, polyurie, polydipsie, asthénie, etc. Et chez qui on prend la glycémie, on la trouve supérieure à 2.
Alors asthénie, c'est fatigue, le reste c'est Voilà, quoi? alors c'est quelqu'un qui boit beaucoup, qui urine beaucoup. Qui urine beaucoup. D'ailleurs, c'est la définition même du diabète, c'est boire et uriner. Voilà. D'accord. Et parfois, il n'y a aucun symptôme. Et parfois, il n'y a aucun symptôme, et c'est vraiment dans un bilan systématique qu'on découvre qu'il y a un diabète. Et en plus, quand on a les symptômes, le diabète est déjà là, il est déjà installé. Absolument. Au moment du diagnostic, le diabète en général, il a évolué depuis des années. Alors c'est un peu différent, mais il est bien connu aujourd'hui qu'au moment du diagnostic, la fonction bêta-pancréatique du pancréas est déjà atténuée, est déjà affaiblie, il ne fonctionne pas bien, et puis il y a l'insulinorésistance, ça c'est pour le diabète de type 2. Oui. Monsieur Kharaz Wassim, je rappelle que vous avez 18 ans, vous êtes étudiant en médecine. Vous avez le diabète depuis l'âge de 10 ans, donc ça fait 8 ans déjà que vous vivez avec votre diabète. Exactement. Dis-nous un peu à quoi ressemble la vie d'un diabétique. Comment vous vivez avec cette maladie depuis 10 ans? Au fait, c'est juste une question de psychisme. C'est-à-dire, un enfant, s'il considère cette maladie comme dangereuse, ça va forcément lui empêcher de vivre sa vie normalement. Quant à moi, je pense que c'est une maladie comme les autres. Certes, je suis atteint. Ça n'a jamais été handicapant pour vous Justement, c'est pas un obstacle c'est ni un obstacle ni un handicap. Oui. Ça m'empêche pas par exemple, de sortir avec mes amis, de vivre ma vie correctement. Donc cela dépend de la façon que le diabétique voit les choses et sa personnalité. Et la façon de laquelle a accepté cette maladie. Avec le temps, vous avez appris, j'imagine, de vivre avec, justement. Oui, justement. Oui, alors les premières études réalisées en Chine, professeur Semloni, établissaient un lien étroit entre la mortalité due au virus et au diabète. Il y a eu beaucoup de confusion pendant cette crise. Être diabétique, est-ce qu'il augmente finalement le risque de contracter le virus? Juste avant de vous répondre, je voudrais juste un peu nuancer ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Je vous rappelle simplement qu'il y a eu une enquête nationale en 2016, c'est l'enquête Stepwise OMS, qui donne 14,4% de la population entre 18 et 70 ans diabétique. Mais parmi eux, il y a à peu près 30% de sujets qui ne se savent pas diabétiques. Donc 3 individus sur 10 ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Ils ont été découverts au cours de cette enquête. Donc il y a 30% de la population qui ne font pas des contrôles réguliers, malgré le fait, très souvent, qu'ils portent des facteurs de risque de diabète. Des parents diabétiques, obèses, hypertendus en même temps, etc. Donc voilà les chiffres en 2016. Nous attendons en 2021 et nous souhaitons en 2021, puisque vous parlez d'ascension, parce qu'il faut tous les 5 ans, minimum, tous les 5 ans, je pense, oui, tous les 5 ans, il faudrait faire des enquêtes pas très compliquées, qui peuvent nous dire est-ce qu'on contrôle ou est-ce qu'on ne contrôle pas. Deuxième élément fondamental dont personne n'en parle, c'est les états prédiabétiques. Absolument. Les états prédiabétiques, ils sont nombreux aussi. 20 à 30% de la population algérienne est prédiabétique et vient alimenter tous les ans la population diabétique. Et ça, c'est une phase très importante parce que ça, c'est important et on ne s'en occupe pas beaucoup, malheureusement. C'est depuis très peu de temps qu'on commence à se dire non, mais il faut tarir la source. Donc 30% sont prédiabétiques, c'est-à-dire ont une hémoglobine glyquée entre 5,7 et 6,5. Cela, il faut s'en occuper. Oui, je rappelle juste que justement cette phase elle est très importante parce qu'il y a une part de réversibilité. On peut rattraper les choses. Exactement. Oui. Alors je disais à l'instant les études réalisées en Chine établissaient un lien étroit entre la mortalité due au virus et au diabète, le virus bien sûr, le Covid-19. Il y a eu beaucoup de confusion pendant cette crise, mais aujourd'hui il faudrait peut-être expliquer qu'être diabétique ne signifie pas qu'on est plus exposé à la contamination. Et ils ne le sont pas plus. Puisque quand on regarde des registres extrêmement importants, chinois, anglais, américains, il y a à peu près entre 8 et 10% de diabétiques.
ce qui correspond à la prévalence du diabète dans la population générale. Donc il n'y a pas plus, le diabète ne prédispose pas particulièrement à la Covid, mais il prédispose aux formes sévères. Oui. C'est la sévérité du diabète qui est caractérisée. Ceux qui rentrent dans les services de réanimation, les personnes, les patients les plus sévères sont les diabétiques en particulier, puisqu'ils sont en deuxième position après l'obésité morbide. Oui. On va justement poser la question au docteur Mihoub, qui est avec nous depuis CHU de Blida. Vous êtes avec nous par Skype. Docteur Mihoub, dites-nous déjà, avant de commencer, on ne peut pas passer à côté de l'actualité. Quelle est la situation au niveau de votre service? Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste en anesthésie et en réanimation. Tout à fait. Donc, effectivement, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Enfin, j'exerce au niveau des urgences médico-chirurgicales du CHU Blida. Et j'exerce actuellement aussi, vu la pandémie, au niveau de la réanimation Covid, au niveau du même CHU à Blida. Donc, la situation actuelle, c'est vrai qu'on a eu, depuis, je vais dire, une quinzaine de jours, une recrudescence du nombre de cas et du nombre de demandes d'hospitalisation en réanimation. Donc, souvent, ces derniers temps, durant nos gardes, on a du mal à trouver des places pour nos patients. Voilà, donc cette situation, je pense, elle est en rapport directement avec un certain relâchement de la population qu'on constate à l'extérieur. Donc, les mesures barrières et la distanciation, la population a un peu, je pense, négligé, est en train de négliger... Oui, absolument. Il y a une part de responsabilité de la population, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qu'on pourrait pointer du doigt. J'aimerais vous poser une autre question. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait savoir approximativement, je sais qu'il y a un problème de chiffres, mais est-ce qu'on peut savoir quelle est la part des diabétiques, justement, puisqu'aujourd'hui notre sujet est le diabète, quelle est la part des diabétiques admis sur l'ensemble des malades admis en réanimation? Alors, au niveau de la réanimation Covid ici au CHU Blida, comme vous l'avez bien dit, on n'a pas de chiffres, mais je peux vous dire que pratiquement un malade sur deux admis en réanimation Covid est diabétique. Voilà, un malade sur deux est diabétique. Alors, le type 2, il est au premier plan. Donc, le diabète de type 1, il est beaucoup, il est moins fréquent. Et parce qu'il représente aussi une minorité. Parce qu'il représente aussi une minorité, le diabète de type 1. C'est une minorité. Oui. Et essentiellement, c'est le sujet âgé. Et parfois, souvent, le diabète est connu et peu fréquemment, Je pense qu'on a un problème de connexion. Oui. On va essayer de rappeler docteur Mihoub. Mais je voudrais juste peut-être... J'aime pas ce terme corrigé, mais le diabète de type 1 est plus à risque que le diabète de type 2. Donc, sur justement les risques de déstabilisation et d'hospitalisation dans des formes sévères. Quand on revoit certains registres étrangers, parce que chez nous, on attend que l'épidémiologie nous donne tous les détails. Ça fait tout de même 9 mois que nous sommes sur cette pathologie et nous ne voyons pas arriver des constats et pour savoir un peu qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Bon, je ne vais pas rentrer dans de grandes discussions là-dessus, mais quand on dans la littérature internationale, étrangère, eh bien c'est le DT1 qui est plus à risque d'arriver justement à des hospitalisations pour des formes sévères que le DT1, même si le DT2 est beaucoup plus fréquent. C'est parce qu'on voit beaucoup de cas de décomposition aussi, de décompensation, pardon, dans les diabètes de type 1, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Bon, parce que tout le monde sait, nous le savons, les DT1 parfaitement équilibrés, on va en parler tout à l'heure avec notre ami, se compte presque, j'allais dire, c'est les doigts d'une main. Il y a de manière globale, il y a moins de 30% de diabétiques à l'échelle nationale qui sont équilibrés et qui sont dans les objectifs. Oui. Mais si on voit le DT2, en pédiatrie, beaucoup, malheureusement, je n'ai pas de chiffre national, mais sur des échantillons comme ça, beaucoup sont déséquilibrés et loin de l'objectif d'hémoglobine glyquée. On a rétabli la connexion avec Dr Mihoub. Alors, Dr Mihoub, vous savez donc que les diabétiques
représenter quelque chose comme 50% à peu près des personnes admises en réanimation. Alors aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce que ce sont tous les diabétiques ou est-ce que vous avez vu par exemple des sujets jeunes, des sujets diabétiques jeunes, ou alors le plus souvent c'était des personnes d'un certain âge et avec présentant des comorbidités, ce qu'on appelle des comorbidités? Justement, voilà. Donc, ce n'est pas tous les diabétiques qu'on reçoit au niveau de la réanimation, d'après nos constatations. C'est en fait une catégorie particulière, c'est-à-dire c'est des diabétiques qui ont un certain profil. Alors, pour la première des choses, c'est l'âge. Donc, souvent, c'est des sujets âgés, d'un certain âge, au-delà de 60 ans, diabétiques de type 2. Voilà. Le troisième facteur, je dirais un diabète insulino-nécessitant, c'est-à-dire un diabète de type 2 qui commence à nécessiter, qui est mal contrôlé et qui demande de l'insuline davantage. Donc aussi les malades diabétiques déséquilibrés à la base, non suivis, voilà, et associés à ça, les autres comorbidités. Tout d'abord, les autres désordres métaboliques, tels que l'obésité, l'hypercholestérolémie et aussi l'hypertension artérielle, la cardiopathie, les maladies respiratoires et autres comorbidités. Aussi, parfois, le patient arrive à notre niveau dans un stade de complication, c'est-à-dire une complication métabolique aiguë du diabète dans le cadre d'une hyperglycémie, soit une acidocétose diabétique ou alors un état ou un coma hyperosmolaire. Et ceci peut être même inaugural. On a reçu des patients chez lesquels on a découvert le diabète de cette manière, c'est-à-dire lors d'une complication. Vous dites que le et COVID... aussi, je voudrais rajouter Vous dites que la COVID est les complications chroniques. Les patients au stade de complications chroniques, c'est-à-dire comme la rétinopathie diabétique, la néphropathie diabétique et la pathologie cardiaque chronique suite au diabète. Voilà, donc je dirais, je ne sais pas si j'ai tout rassemblé, mais nos constatations au niveau de la réanimation Covid ici à Blida, on a constaté ce profil de diabétique qui arrive aux formes sévères et qui nécessite souvent une hospitalisation en réanimation. La nécessité d'une ventilation mécanique et ils sont malheureusement souvent de mauvais pronostics qui peut aboutir souvent au décès. Du patient. Restez avec nous, docteur Mihoub. On va juste voir un reportage justement qui va nous expliquer peut-être les risques justement sur les diabétiques, les risques de faire des formes sévères de la maladie Covid. C'est un reportage signé Yanis et Belkacem. Regardez. C'est la 4e cause de décès dans le monde et en Algérie. Ils sont plus de 4 millions de diabétiques connus et sans doute beaucoup d'autres qui s'ignorent. Le poids, donc un examen clinique. Et quand il se montre, il crée des dégâts considérables. Le docteur Bartaoui, diabétologue, nous explique quels sont les symptômes cardinaux du diabète. يشرب بزاف الماء يعطش بزاف ميغريسمون المرض الشيء يقول لك شينت تشوفوا هكذا هذا في تيب A يبان تيب 1 نديروا une glycémie يبان le type 2 en général c'est une découverte fortuite lors d'un bilan هكذا بري-op لور كاين دي مالادي يدير ان بيلان خطره في العام كاين يروح للدونتيست يدوموند اون غليسيمي كاين ان سندروم غريبال يدير اون غريب لا غريب هذيك تطول ماشي كيما نوتخ مالاد on fait une glycémie on trouve la surprise. C'est pourquoi il est fondamental de se faire dépister du diabète avant que ne surviennent les complications liées à cette maladie. Surtout à partir de 40 ans, لازم un bilan خطره في العام. À partir de 40 ans, il faut un bilan خطره في العام. حنا ما عندناش هاد لا كولتور هكذا سانيتير عند الناس ما يديروش دي بيلان والو داغ انا يقولوا لي طبيبه ما تكثريليش البيلان تاني شويه برك ما تكثريش. En cette période de Covid-19, est-ce fatal d'attraper le coronavirus? اللي عنده مالادي كرونيك ليمونيتي تاعو هابطه ناقصه صافي يولي ما يحملش ما عندوش لي مويان دو ديفونس باش يدافع على هذاك لو فيروس دونك ما نقولوش سي با فاتال لازم لي مويان دو بريفونسيون لازم لا ديستانس لازم يغسلوا يديهم لازم يكملوها. C'est une maladie chronique qui ne guérit pas mais qui peut se contrôler car le diabète est avant tout une maladie nutritionnelle et pour cela il faut révolutionner son mode de vie et le mettre en veille avec une grande perte de poids, faire du sport tous les jours et une bonne hygiène de vie.
Alors si on a bien compris finalement, ce ne sont pas tous les diabétiques finalement qui seraient exposés à faire une forme grave du diabète. C'est ce qu'on entendait tout à l'heure d'ailleurs avec Dr Mihoub. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le profil et quels sont justement, comment va se manifester la Covid chez ces personnes? Le profil, elle l'a bien précisé, elle vous a dit, ce sont souvent, c'est pas le cas, souvent des personnes âgées, au-delà de 60 ans, 65 ans. Ça, c'est l'âge, c'est fondamental. Et qui ont des comorbidités. Le diabète est intimement associé à l'HTA. 70% des diabétiques sont hypertendus. Un nombre aussi extrêmement important des diabétiques sont dyslipidémiques, donc ont des pathologies cardiovasculaires. Certains ont des pathologies déjà cardiovasculaires avérées, une insuffisance cardiaque, des troubles du rythme, etc. Certains ont des pathologies rénales. Donc le profil, il est connu, c'est le profil d'un diabète relativement évolué, associé à des comorbidités chez une personne âgée, déséquilibrée. Voilà, ça c'est un point très important. Une glycémie qui n'est pas contrôlée. Qui n'est pas contrôlée, qui est déséquilibrée, avec des hémoglobines glyquées à 11, 12, 13, 14, 18. On en a vu une la semaine passée à 18 d'hémoglobines glyquées, vraiment avec des glycémies. D'ailleurs, ces derniers temps, il faut comprendre que le diabète est une pathologie où il y a une dysimmunité, une anomalie de l'immunité, et qui fait que la personne devient fragile à tous les germes, à tous les bactéries, à tous les virus, et qui déstabilisent, donc en plus vont déstabiliser. Si en plus vous ne faites pas attention et que vous ne prenez pas votre traitement et que vous n'êtes pas assidu dans vos contrôles, il est clair que ça va déstabiliser le diabète et vous amener dans un état sévère. Alors, il faut retenir que l'élévation permanente de la glycémie altère le système immunitaire, c'est ce que vous venez de dire. Les infections sont aussi à l'origine d'un déséquilibre de la glycémie aussi, et vont venir aggraver les complications. Totalement, totalement. Oui. Monsieur Kharz, Wassim, justement, le professeur Senroni a parlé justement de cette notion de contrôle de la glycémie qui était très importante. D'ailleurs, il faudra peut-être tout à l'heure rappeler à tous les diabétiques justement de prendre plus régulièrement, avec la crise de la pandémie, prendre plus régulièrement leur glycémie. Alors dites-moi un peu comment vous faites justement. Est-ce que vous avez peur de la Covid? Dites-moi. Peur, pas évidemment, pas forcément. Certes, en étant diabétique... Au tout début de la pandémie, quand on a dit par exemple que les diabétiques sont plus exposés à la mortalité ou plus exposés que les autres, ça ne vous a pas fait peur? Pas vraiment peur, justement. Vu que je prenne mes précautions, je n'ai pas... Comment vous faites? Dites-nous comment vous faites. Vous êtes un bon exemple à suivre. Dites-nous peut-être que vous allez pouvoir toucher plus d'une personne. La clé, je pense, pour avoir une glycémie plus ou moins stable, c'est de justement prendre sa glycémie plus souvent pendant la journée. Ce qui permet de faire des doses qui sont adaptées au repas, aux aliments, et faire des tests pré- et post-prandial qui vont justement, si la dose n'était pas suffisante ou bien un peu surdosée, on peut la corriger rapidement sans que l'hyperglycémie affecte le corps. Justement pour qu'il ne soit pas vulnérable vis-à-vis de la Covid. Docteur Benazala, on revient justement à la notion d'éducation thérapeutique. Finalement, prévenir contre le Covid passe aussi par la prévention primaire, justement, contre les complications. Pas surtout par ça. Parce que, comme l'avait dit le professeur Sebroni, très tôt, on a identifié la population diabétique comme une population à risque. Et donc, ça engendre de doubler de vigilance par rapport à cette population-là. Et la prise en charge du diabète n'est pas que thérapeutique. Il y a la thérapeutique, donc le traitement, etc. Mais il y a aussi d'autres aspects. Et comme l'a dit Titik, donc tout ce que le patient doit manger et faire attention à sa nutrition. Il y a l'aspect activité physique. Et tout ça, la pierre angulaire, c'est l'éducation thérapeutique. C'est comment
accompagner le patient et l'aider à mieux gérer sa maladie. Et la définition de l'éducation thérapeutique est très parlante. Les mots qui ont été choisis par l'OMS expliquent son but. L'éducation thérapeutique, c'est le processus par lequel on va acquérir et conserver. Donc il y a une notion d'acquisition, il y a une notion de conservation, des capacités et des compétences qui vont permettre aux patients diabétiques de mieux vivre avec sa maladie. Donc c'est une définition au fait qui englobe toute l'approche de l'éducation thérapeutique. C'est comment aider notre patient à avoir cette compétence qui lui permettra d'être motivé, qui lui permettra de mieux comprendre sa maladie et de mieux la gérer pour avoir, in fine, une meilleure qualité de vie. Justement, ça passe, vous dites que ça passe aussi par la force du mental, parce que finalement, c'est une maladie chronique, et là, c'est vraiment la rigueur dans la continuité, et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas. Alors comment faire justement avec le contexte actuel, où beaucoup de gens sont affaiblis mentalement ou moralement, comment faire justement pour les inciter à respecter ou à faire dans l'éducation thérapeutique? Alors, il y a deux composantes dans votre question. La première, c'est déjà l'approche du patient par rapport à sa maladie. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait dans ce sens avec le personnel médical, avec les familles des patients. On se rappelle encore, il y a quelques années, le diabète était encore une maladie taboue. Aujourd'hui, on arrive à parler du diabète ouvertement et le patient arrive à s'exprimer. Un patient a le courage de venir à la télé et de dire « je suis diabétique ». Donc ça, c'est déjà une évolution en soi. Pour maintenant, concernant, ce n'est pas tous les patients qui acceptent, il faut le reconnaître aussi. Il y a ce qu'on appelle la décision médicale partagée. C'est tout le temps qu'on va accorder à ce patient pour justement lui expliquer, l'accompagner et proposer son aide. Maintenant, si on revient au contexte du Covid, alors de la Covid-19, c'est vrai que c'est un contexte qui est extrêmement difficile et c'est un contexte qui touche pratiquement tout le monde et le patient diabétique n'est pas en marge de ça. Je pense que le mot principal, c'est la sensibilisation. On doit sensibiliser le patient diabétique. Et la sensibilisation, elle passe par son médecin d'abord, mais aussi par la famille, par l'entourage. Et dans l'éducation thérapeutique, l'entourage, on les appelle les personnes ressources. Pourquoi ressources? Parce que c'est elles qui vont justement donner le courage, qui vont être tout le temps présents, soutenir le patient. Et les premiers qui doivent faire attention aux patients et qui doivent l'encourager à continuer à faire attention, à respecter les gestes barrières, à peut-être accentuer la surveillance, l'autosurveillance glycémique, c'est d'abord l'entourage familial. Vous me tendez une perche justement. Wassim, dites-nous un peu, vous êtes venu accompagner justement de votre frère, qu'on salue au passage, de votre père aussi, ils sont venus avec vous de Mostaganem. À quel point ça a été important pour vous, l'entourage familial, justement, dans le contrôle de votre maladie? Il m'encourageait beaucoup. Dès que j'étais diagnostiqué. Depuis ton jeune âge? Depuis mon jeune âge, oui. Ils m'ont supporté, ils m'ont aidé à accepter cette maladie, à ne pas m'ont aidé à me sentir normal, comme une personne normale, à ne pas avoir de complexe de sa maladie, de parler de cette maladie normalement. C'était pas un complexe ou bien. Oui, professeur Smoloni, vous voulez réagir? Oui, non, mais je trouve qu'il est merveilleux, ce jeune homme de 18 ans. Je trouve que d'abord, tout à l'heure, on en a parlé avant d'entrer, je trouve que son équilibre est extrêmement parfait. C'est très rare. Oui, c'est très rare. Une hémoglobine glyquée chez un DT1 à 5,9, il faut chercher. Hein. Donc, et qui le vit si bien. Il n'y a aucune différence entre lui et un jeune homme lambda, quoi, qui soit pas diabétique. La force du mental. Il a une force mentale. Il a peut-être la chance d'être dans un environnement familial qui l'a beaucoup aidé, parce que malheureusement, quand on est dans un milieu défavorisé, hein, c'est pas évident d'arriver aux objectifs qu'on attend. Les populations défavorisées, c'est connu, sont souvent les populations les plus déséquilibrées. Difficulté d'accès aux soins, médicaments, environnement familial qui n'est pas solide, etc. etc. Donc, bravo, hein, vraiment, c'est un exemple floride de la réussite d'un DT1
en Algérie, hein, vraiment. Oui. Professeur Solouni, justement, on en parlait tout à l'heure avec le Dr Benazala sur les conditions des malades diabétiques pendant cette crise qui dure depuis aujourd'hui presque 9 mois. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'il y a eu j'imagine qu'il y a eu beaucoup de monde qui n'ont pas consulté parce qu'on avait peur justement de la Covid. Il y a eu, j'imagine, beaucoup de décompensation de la maladie. Aujourd'hui, quelles sont les mesures prises justement pour protéger cette population? Alors, pour ne pas parler de mon service de Beni Messous, j'ai ce matin, puisque vous m'avez invité hier, j'ai fait la tournée téléphonique des services à Alger, de diabéto-d'endocrino. J'ai téléphoné pour savoir où on en est. Il y a 6 services sur le Grand Alger. Je suis au courant de ce qui se passe à Constantine. Je téléphone régulièrement à mes amis et mes élèves. Aujourd'hui, les consultations sont maintenues et je téléphone assez régulièrement à l'Ouest, sur l'Oranie, pour savoir un peu, pour avoir une idée à l'échelle nationale. Donc je reste en contact. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les services de diabétologie ont reçu les consignes de se transformer face à la pandémie, à l'urgence, de revenir vers de prendre en charge le Covid. C'est ça la priorité des priorités. Oui. Donc les malades, bien entendu, sur les 6 services sur Alger, 4 sont Covid. 4 sont totalement Covid. Beni Messous, c'est Covid. Mustapha, c'est Covid sur un certain nombre de lits et il garde les diabétiques non-Covid sur une partie du service. Bab El Oued, un service entier Covid, celui d'endocrino du professeur Fedala. Professeur Heddem, lui, a gardé l'activité non-Covid. Bollorine est Covid, une partie est Covid, une partie est restée... donc vous voyez que les services ont été mis à la disposition pour le Covid. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils me disent? Et qu'est-ce que je vois à Beni Messous? Les services qui sont restés ouverts aux diabétiques, arrivée massive de pieds diabétiques. Je pèse mes mots. Les pieds diabétiques arrivent. Il semble qu'il y en ait beaucoup plus qu'on a l'habitude. Peut-être parce que d'autres services ne les reçoivent pas et viennent. Et les hyperglycémies, les cédoacitoses, les comas diabétiques, de décompensation ou de diabétiques de nouveau, qui ne sont pas connus diabétiques, ils décompensent. Donc, il y a une grosse activité d'urgence dans le peu de services qui sont encore à même de prodiguer des soins aux diabétiques. Oui. Donc, alors ceci dit, nous n'avons pas lâché les diabétiques. À Beni Messous, le premier jour de l'apparition... Aujourd'hui, il y a des consultations pour les diabétiques à Beni Messous? Eh bien, le premier jour, moi j'ai mis mon téléphone à l'échelle nationale. J'ai mis mon poste téléphonique direct, population, n'a qu'à consulter Sadiab et vous verrez mon téléphone. D'ailleurs, je reçois des coups de fil quand je peux régler des problèmes à distance, j'interviens. Mais en consultation, qu'est-ce que nous faisons? Les médecins ont mis leur numéro de téléphone, beaucoup de médecins, sur leur page Facebook. Oui, et alors, par exemple, moi, le dimanche, je fais ma consultation, je monte dans mon bureau et je reçois mes coups de fil de mes patients, ou je téléphone. Oui. La secrétaire me dépose le nombre de dossiers qui devaient normalement venir me voir pour me consulter, et donc je les appelle. Et on règle Absolument. Une grande majorité de problèmes, sauf pour les cas extrêmement sévères, je leur demande de venir et je les adresse directement vers mes collègues qui ont gardé encore des lits pour les diabétiques. Oui. Donc on n'a pas lâché le diabétique. La relation avec le diabétique n'a jamais été rompue. D'ailleurs, c'est ça qu'il ne faut pas. Il ne faut pas rompre. Les malades ne doivent pas rompre
la relation avec leur médecin traitant. Il faut garder le contact. Parce qu'en fait, on a eu peur de la Covid, mais finalement, on risque d'avoir des conséquences plus graves en ne pas consultant justement pour sa maladie chronique. Voilà. Docteur Mihoub, vous êtes toujours avec nous par Skype. Alors, il y a eu une étude chinoise qui dit que les diabétiques représentaient à peu près 20% de l'ensemble des hospitalisations Covid, 22% en réanimation et 31% de l'ensemble des décès. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on dispose de chiffres, encore une fois, par rapport, par exemple, au taux de survie chez les diabétiques? Est-ce qu'on a un chiffre approximatif, par exemple? Alors, franchement, on n'a pas de chiffres au jour d'aujourd'hui pour vous dire exactement le nombre de diabétiques de la réanimation, qui survivent. déjà pour commencer. Pardon, commencer, au niveau de la réanimation, est-ce que vous avez un taux de survie? Du volet réanimation, bien sûr, heureusement d'ailleurs, c'est pas tous les diabétiques qui rentrent dans des formes sévères on a des survies chez des diabétiques, mais c'est si je dois donner un chiffre, je dirais que c'est minoritaire par rapport au nombre de malades qui arrivent avec un diabète et avec d'autres tares. Voilà. Donc, je dirais le taux de décès quand même chez les diabétiques associé à d'autres comorbidités, il est quand même important. Il y a une minorité qui survit, heureusement, mais malheureusement, la majorité a un mauvais pronostic. Oui. Voilà, c'est les détresses respiratoires dans lesquelles les patients arrivent, cette réaction inflammatoire explosive, c'est-à-dire les malades arrivent à un stade très, très avancé. Tardif, et peu de ces malades-là survivent. Voilà. Oui. Quelle est la situation aujourd'hui? Parce qu'on a vu un peu dans la presse, on a vu qu'il y avait un manque de médicaments. Quelle est la situation? Peut-être pour terminer, parce que je sais qu'il faut qu'on vous libère. Vous êtes de garde. Oui. Dites-nous un peu, est-ce que vous avez le manque et à quel niveau? Est-ce que ce sont les médicaments qui font défaut? Est-ce que ce sont les places? Voilà, c'est l'occasion de faire un appel peut-être. Alors, au niveau, moi, je vais parler du volet réanimation. En général, les médicaments, c'est disponible au niveau de notre réanimation. Aujourd'hui, il y a un manque, par exemple, d'anticoagulants. Je dirais plutôt parfois un manque de place. Quand on a un surplus, une affluence importante de patients, demande d'hospitalisation en réanimation, vous savez, il y a plusieurs centres d'isolement de malades Covid au niveau de la wilaya de Blida. Donc, il y a une seule réanimation. Donc, tout converge vers cette réanimation et depuis cette dernière recrudescence, pas qu'en Algérie, même par le monde. Donc, on a une affluence importante, une demande importante pour une saturation de notre service en continu, pratiquement notre service de réanimation. Je vous ai posé une question, je ne sais pas, apparemment, vous ne m'avez pas entendu. Est-ce qu'il y a un manque dans les anticoagulants? Ici à Alger, depuis 2 jours à peu près, on parle justement de manque de Lovenox au niveau des réanimations. Oui. Alors concernant les anticoagulants, au départ de l'épidémie, tout était disponible. Ces derniers temps, même au niveau des officines, l'anticoagulant, l'enoxaparine est très manquant. Effectivement, heureusement, on a toujours des anticoagulants de remplacement. Donc, on utilise d'autres produits justement pour protéger nos patients, notamment en réanimation. Parce que souvent, en réanimation, on est à des doses curatives, thérapeutiques. Donc, on est à des doses importantes d'anticoagulation et tous nos patients à l'admission sont pratiquement mis sous anticoagulation curative, vu les risques thromboemboliques très importants chez les personnes en réanimation. En rapport avec cette maladie Covid-19, voilà. Oui. Merci beaucoup, Dr Mihoub. Pour les anticoagulants, on a un petit problème. Oui. Heureusement, il y a toujours une suppléance. Pour le moment, il y a toujours une suppléance. J'espère que ce problème sera réglé rapidement. Oui. Je voudrais juste rajouter quelque chose, si vous permettez. Bien sûr, allez-y. Juste avant de partir, donc je dirais que nous, au niveau des urgences médico-chirurgicales, on reçoit les malades diabétiques au stade de décompensation, là, depuis le début de l'épidémie. Donc, au stade d'acidocétose diabétique, au stade d'état ou coma hyperosmolaire. Donc, souvent, les malades sont connus comme diabétiques. Donc, après, on découvre la maladie, on découvre lors de cette complication, lors d'une imagerie ou autre, la maladie Covid-19.
Covid-19, ou alors c'est l'inverse. Donc le patient se présente pour la symptomatologie du Covid-19 et lors d'un bilan sanguin, on découvre un déséquilibre diabétique chez les patients diabétiques ou alors carrément un diabète inaugural, c'est-à-dire le diabète n'était pas connu, c'est ce genre de patient. Aussi, je voudrais rajouter que le diabète, on sait que c'est une maladie il y a une immunodépression importante, ce qui fait que les patients sont beaucoup plus vulnérables aux infections. C'est des patients assez fragiles, donc ils vont faire toutes les infections à tous les sites pratiquement, essentiellement respiratoires, y compris le Covid-19. Et lors de la maladie Covid-19, si on prend l'autre sens, lors de la maladie Covid-19, donc vu la réaction inflammatoire qui existe, donc il y a forcément donc un déséquilibre diabétique. Donc c'est pour ça qu'on demande aux patients de faire attention, de faire très attentif à leur dextro habituel, de leur glycémie, voire de consulter leur endocrinologue, d'augmenter leur dose de médicaments pour être toujours dans les Merci normes. beaucoup, docteur Mihoub. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie pour l'invitation et très bon courage. Merci. Merci, bon courage à vous également. Je pense que vous en avez besoin plus que moi. Professeur Semrouni, justement, j'aimerais vous faire réagir sur la dernière partie de l'intervention du docteur Mihoub quand elle a parlé de cette importance justement de... Alors, j'ai envie de dire, quel est le comportement d'un diabétique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit avoir, par exemple, prendre sa glycémie régulièrement, s'inquiéter quand il y a, quand il y a une hyperglycémie, parce que elle a expliqué clairement qu'il y a une relation de cause à effet. Et il voulait expliquer qu'on doit faire attention justement à son état d'équilibre, parce que les populations déséquilibrées s'en amènent de faire de choper le Covid et d'arriver en réanimation. Donc il faut impérativement, pendant toute cette période-là, c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on a beaucoup de diabétiques ne viennent plus dans les structures parce qu'elles sont Covid, donc elles craignent de se faire contaminer, donc elles ne viennent pas. C'est pour ça que nous avons fait l'effort d'aller vers eux et de les appeler pour leur dire attention, n'arrêtez pas votre traitement, le renouvellement des ordonnances, soit vous envoyez quelqu'un de valide, on vous le donne, sinon vous voyez le médecin généraliste du coin et qui peut vous le faire, vous prescrire les thérapeutiques, et surtout contrôlez-vous au mieux. Donc voilà, le contrôle c'est fondamental. Oui, alors on passe à la rubrique Focus justement de l'émission avec le docteur Mjdel et on revient sur l'actualité justement avec ces derniers chiffres qui ont été exagérément élevés, je dirais. Bonsoir, docteur Mjdel. Avec vous, dans la rubrique Focus, on parle justement de cette hausse exponentielle des chiffres des contaminations au Covid-19. Bonsoir amis téléspectateurs. Retour sur l'explosion épidémique de Covid-19 de ces derniers temps. Après une période d'accalmie qui a concerné la fin de l'été, les mois de septembre et les 2-3 premières semaines du mois d'octobre, nous avons assisté de nouveau à une augmentation inquiétante des chiffres des nouvelles contaminations. Pour revenir un petit peu sur une petite rétrospective, nous avons été à 330 cas au 1er novembre, 405 le 3 novembre, 670 le 8 novembre, pour en arriver à 811 cas le 11 novembre, un record qui n'a jamais été enregistré jusque-là, avec 16 décès. Et une augmentation du chiffre des nouvelles contaminations de 40% en 11 jours. Pour revenir à l'évolution de la courbe épidémique, nous ne sommes pas encore à une évolution de type exponentiel. Cela implique un dédoublement du chiffre de nouvelles contaminations en 3 jours. Nous ne sommes pas encore là, mais nous sommes à une situation assez alarmante parce que l'augmentation assez importante des nouveaux cas expose à une augmentation directe du nombre des cas graves, voire très très graves, mais aussi à une augmentation du nombre de décès parmi les infectés, les personnes infectées Covid-19.
je répète que nous ne sommes pas encore à une évolution exponentielle, mais ceci ne nous empêche pas à lancer une réflexion sur les causes de ce retour explosif épidémique. Alors, parmi les causes les plus importantes, on parle beaucoup de relâchement de la population, mais vous me diriez qu'il n'y a pas que ça, Dr Mjdel. Il n'y a pas que le relâchement de la population, mais il y a aussi les regroupements qui ont été observés ces derniers temps, les regroupements pendant les fêtes illicites, il faut le dire, pendant les enterrements. Et ce sont le plus grand chiffre de contamination a été enregistré au cours des regroupements familiaux. Les déplacements des personnes qui ont été massifs du sud vers le nord comme du nord vers le sud pendant ces dernières semaines a favorisé un contact très très important entre les individus et la propagation du virus, mais aussi l'insuffisance des moyens diagnostiques et de certains moyens thérapeutiques, notamment les places au sein des structures hospitalières, a fait que les personnes ont été un petit peu dissuadées de s'adresser aux structures médicales pour se faire diagnostiquer et traiter, ce qui a conduit à une contamination de leur entourage. La situation actuelle ne nous laisse pas beaucoup de choix, sauf de rappeler encore une fois la nécessité du retour aux mesures barrières, à la distanciation physique, au lavage des mains et éviter évidemment les déplacements et les regroupements qui n'ont pas de nécessité. Oui, merci beaucoup, Dr Mjdel. Justement, il faudra rappeler peut-être qu'il faudra essayer de rester chez soi, c'est le week-end, essayer justement d'éviter les déplacements au maximum s'il n'y a pas urgence. J'ai envie de revenir avec vous justement, Dr Benazala. Est-ce qu'on conseille, puisqu'on parle aujourd'hui de cette hausse exponentielle des chiffres, de ce pic de contamination, est-ce qu'on conseille ou est-ce que vous conseillez aujourd'hui un confinement par exemple pour les diabétiques ? Alors, mon avis personnel, pas du tout. Ceci étant, il faut redoubler de vigilance par rapport aux personnes diabétiques. Aujourd'hui, la situation est alarmante, certes. Ça doit nous interpeller tout un chacun à redoubler de vigilance, à respecter les gestes barrières, à prendre les mesures nécessaires pour soi, pour son entourage. Et, in fine, c'est la collectivité, c'est la somme des individus. Donc, c'est la somme des actions individuelles de chacun. Confinement, non. Éviter de sortir, certainement. Quand ce n'est pas nécessaire, il vaut mieux éviter de sortir. Mais la personne diabétique, en prenant toutes ces précautions, peut très très bien vivre durant cette période difficile, certes, mais elle peut très bien vivre. Le facteur déterminant pour les patients diabétiques, spécifiquement, c'est l'équilibre glycémique. C'est là où toute personne vivant avec le diabète doit faire encore plus de contrôle glycémique pour s'assurer que sa glycémie soit la plus optimale possible. Oui. Monsieur Harz Wassim, dites-nous un peu, vous êtes confiné pendant cette pandémie ? J'étais confiné au début, j'étais totalement confiné. Parce que je suis déjà étudiant, il n'y avait pas de scolarité. Ensuite, avec la reprise des facultés, avec la reprise, j'ai juste allé faire mes examens, c'est tout. Je suis sorti quelquefois, rarement, pour contrôler justement chez mon médecin, pour faire mes analyses. Port de masque, distanciation. Dites-nous un peu, rappelez-nous un peu ces mesures importantes quand même, des mesures barrières que vous observez. Le port de masque, comme vous avez dit, le port de masque est nécessaire à tout. Juste que le fait de sortir, il faut porter son masque et son gel hydroalcoolique à faire régulièrement à chaque contact. Et c'est tout. Comme chaque individu faut faire ses précautions, normalement. Aujourd'hui, vous êtes sous insuline, c'est ça ? Oui. Je pense que vous vouliez parler justement sur les traitements qui sont aujourd'hui disponibles. C'est un point que vous vouliez soulever dans cette émission. Ici en Algérie.
c'est la pompe à insuline, déjà. C'est plus nécessaire aux patients, aux très jeunes patients qui peuvent pas se piquer régulièrement avec le stylet et tout. C'est plus pratique pour eux d'avoir une pompe à insuline qu'il faut juste régler pour faire ses doses à insuline. Que le parent peut régler ses doses, etc. Et il y a aussi le capteur. Oui, le capteur à glycémie. C'est ça. Au lieu de te piquer à chaque... par exemple, moi, je me pique de 8 fois à 10 fois par jour pour avoir ces résultats. C'est un peu trop, surtout pour un très jeune diabétique. Absolument. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous posais la question à quel point c'était handicapant. C'est par rapport à ce genre de mesures, à ce genre de contrôle que vous devez faire au quotidien. Pour moi, c'était pas handicapant, si handicapant que ça. Donc ces traitements ne sont pas aujourd'hui disponibles au niveau du marché, docteur Benazala? Écoutez, nous avons des classes qui sont quand même disponibles sur le marché. On a des classes il a parlé des capteurs. Ces capteurs-là, non. Voilà. Les nouveaux capteurs, effectivement, qui facilitent beaucoup la vie des patients, notamment de type 1, ne sont pas encore disponibles en Algérie. J'espère qu'on les aura très bientôt. Il y a aussi d'autres classes thérapeutiques qui, effectivement, pour l'heure actuelle, ne le sont pas encore. Oui. Et qui vont arriver. J'espère. Oui, docteur Semelouni, sur le confinement, est-ce que vous conseillez pour vos malades de se confiner? Absolument pas. Non. Un diabétique ne devrait pas... Non, moi si mon patient diabétique a compris le message et qu'il fait ce qu'on lui a demandé de faire et qu'il est parfaitement équilibré, eh bien oui, il peut sortir, il peut faire ses courses, il peut, bien entendu, quand il y a une possibilité qu'on est... Si vous êtes à 14 dans un F2, c'est pas pareil que quand vous êtes dans une grande villa, vous pouvez aller jardiner. Hein. Donc il y a... Un facteur de promiscuité. À chacun, on peut proposer des choses, parce que parfois, l'impact psychologique, tout à l'heure j'entendais une émission à la radio en venant sur l'impact psychologique du confinement, c'est parfois dramatique. Vous avez vu qu'en France, il y a plus de suicides, il y a plus de dépression, il y a plus d'agressions chez nous aussi, chez on n'a les pas de femmes. chiffres, professeur, mais chez nous aussi... Ailleurs, on a des chiffres. Ici, on n'a pas de chiffres. On agresse plus, les maris agressent plus leurs épouses, très rarement les épouses les maris, mais les enfants reçoivent des coups aussi. Oui. Donc il y a un impact, donc on ne peut pas, la raison pour laquelle on ne peut pas enfermer les gens dans leur appartement et leur dire vous ne sortez pas. Oui. C'est pas possible ça. Donc le confinement ne vient que quand la population n'a pas répondu un petit peu à l'attente par rapport aux gestes barrières. Hein. Voilà. C'est pour ça que les choses devraient se faire d'ailleurs wilaya par wilaya, parce qu'il y a des wilayas où les choses ne sont pas totalement explosives. Hein. On pourrait être beaucoup plus souple et fermer. Effectivement, fermer des wilayas quand elles ne réagissent pas convenablement. Donc c'est un peu la carotte et le bâton. Oui. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. On est arrivé à la fin de ce numéro de Santé Mag. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de Covid. Au revoir. Je voudrais vous dire que...